Bonjour Gilles. Bonjour Aurélie. Gilles Lartigot, bonjour et bienvenue surtout sur le podcast. C'est un vrai plaisir pour moi de te recevoir sur Insomnie hors de mon lit. C'est, hem, c'est un vrai plaisir d'autant plus que, je te l'avais, partagé une fois précédente où nous avions échangé, mais, tu as été, une des personnes qui a beaucoup, compté pour moi dans mon parcours de santé au sens large, quand je t'ai découvert il y a quelques années. Donc c'est presque avec émotion que je te reçois aujourd'hui sur le podcast et que je vais pouvoir te poser plein de questions en direct. C'est super chouette. Écoute, le plaisir est partagé. Tu fais partie du Hit Club, donc depuis plusieurs mois. Je t'ai invité également à t'exprimer concernant justement le sommeil. Ces deux émissions qui ont reçu beaucoup de compliments et qui ont eu du succès dans le Hit Club. Donc c'est un sujet particulièrement intéressant et je suis très heureux de partager ma modeste expérience avec toi. Donc, on s'est dit en off tout à l'heure qu'on n'a pas prévu forcément, je dirais, un cheminement ou un plan de bataille pour ce podcast. On va, on va se laisser guider par nos échanges et notre conversation. Et c'est toi qui mène la danse? Oui et c'est vrai qu'une des fois précédentes justement sur une des émissions qu'on a enregistrées là pour le e-club où tu disais que toi tu dormais très bien et que le sommeil n'avait jamais été vraiment un souci pour toi. Donc, là à ce niveau-là, je pense que tous mes auditeurs doivent se demander, de quoi nous allons pouvoir parler sur le podcast et en fin de compte, c'est ça qui est très intéressant, c'est que, bah, de par, ton parcours, ton expérience, tu as voilà un parcours qui est riche d'enseignements et j'avais très envie que tu puisses, nous partager, heu, bah, justement ton parcours jusqu'ici parce que, bah, il y a eu plein de choses, pour toi qui t'ont amené dans cette vision de la santé que tu as aujourd'hui et que tu partages et justement, comment tu fais toi dans ton quotidien pour que le sommeil, ça se passe bien, pour que tu te sentes en pleine forme? Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu aurais à partager à des gens qui sont en difficulté, mais que ce soit vis-à-vis du sommeil ou vis-à-vis d'autres choses, pour pouvoir remonter la pente et prendre soin de sa santé? Parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu, c'est ça la clé. Oh, quel programme! Tu as vu ça? On va faire plusieurs épisodes. Alors, on va faire Nous une nous série, nous avons toi 4 et heures, c'est moi. parti. Non, comme tu l'as dit, j'ai jamais eu de problème en fait de sommeil. Peut-être dans mon adolescence ou en fin d'études où je stressais énormément pour notamment le baccalauréat à l'époque. Mais j'ai jamais été insomniaque. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai toujours été entre guillemets un sportif, bien que je pratique pas je pratique pas de sport puisque je fais la culture physique. Je vais aller sur ma 40e année, donc moi je vais sur ces 57 ans, donc j'ai pratiqué à l'âge de 17 ans la culture physique, après avoir pratiqué comme tout Marseillais qui se respecte le football, bien entendu. Et suite à un accident, bon, je me suis reporté sur la culture physique, surtout que j'avais un complexe lié à toute ectomorphe. Un ectomorphe, c'est quelqu'un qui est assez fin, qui est pas très épais. Donc, c'est génétique, hein. On est ectomorphe, endomorphe ou mésomorphe. Donc, je faisais un complexe de ma maigreur et j'étais très fan, comme tout jeune qui se respecte dans les années 80, des super-héros, de tous ces physiques musclés. Alors, à l'époque, je dirais, nos modèles étaient bien sûr Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, dit le philosophe moderne, et bien sûr Sylvester Stallone. Donc voilà, que des physiques en fait musclés. J'ai eu la chance de partir dès ma majorité à 18 ans, donc vivre en Californie. Et j'ai rencontré donc Arnold Schwarzenegger en poussant la porte d'une salle de gym. Euh, et ça a été le début d'une passion qui me reste encore aujourd'hui, hein, une passion en fait de la culture physique, c'est-à-dire de faire des efforts pour essayer de progresser, pour entretenir son corps. D'autant plus qu'aujourd'hui, puisque mon travail aujourd'hui me porte en plus de l'alimentation sur l'analyse sociétale, euh,
Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de métiers, notamment dans le tertiaire, où nous restons assis, où nous dépensons très peu physiquement. Et ça, c'est pas, je dirais, c'est pas naturel, hein. L'homme a toujours travaillé, que ce soit la terre ou bien avant, à l'époque du paléo, en allant chasser, hein, chasser sa nourriture pour manger, pour survivre. Et en fait, cette époque moderne, c'est-à-dire le 20e et encore plus le 21e siècle, ont vu une baisse en fait de l'activité physique, notamment pendant le travail, bien entendu. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent un sport. Donc moi, pour moi, l'activité physique, c'est pas uniquement le dimanche. En fait, c'est tous les jours. C'est rentré dans mon mode de vie. En fait, j'ai toujours été entrepreneur, donc j'ai travaillé très tôt. À partir de 18 ans, j'ai toujours créé des entreprises. J'ai connu le phénomène des startups dans les années 2000. Euh, et j'ai toujours intégré en fait la culture physique dans mon quotidien. Donc toujours 1 heure de gym, quasiment tous les jours de l'année, avec bien sûr des périodes de repos qui sont obligatoires, hein, lorsque tu es fatigué, lorsque tu dois récupérer. Et je ne sais pas si c'est lié, tu vois, par rapport à ce sommeil qui est relativement profond. Donc j'ai énormément appris avec toi, avec ces deux émissions, hein. Donc le sommeil léger, hein, le sommeil profond, le sommeil paradoxal, toutes ces phases. Et en fait, ça m'a rappelé une étude que j'avais faite assez jeune, hein. Moi, donc j'ai fait des études de nutritionniste, j'avais à peine 18 ans. Tout ça lié à mon sport, hein, puisque lorsque je m'entraînais donc aux États-Unis, j'ai vite compris que il suffisait pas en fait de soulever des poids, mais il fallait manger, hein, pour construire en fait un corps. Il fallait lui donner la nourriture adéquate. Et pour ce faire, en fait, j'ai passé un diplôme de nutritionniste. J'ai jamais exercé en tant que nutritionniste, bien qu'aujourd'hui je fais de l'accompagnement pour je dirais des suivis alimentaires ou des modifications des plans alimentaires. En tout cas, j'ai intégré cette connaissance en fait de l'alimentation relativement tôt, et aussi le sommeil, parce que j'ai été très intéressé par les biorhythmes. Et voilà, donc je me suis intéressé au sommeil. Et c'est là où j'ai commencé en fait, à noter toutes les heures de réveil, en fait, parce que j'ai toujours bu énormément pour hydrater mon corps. Et donc, il est assez fréquent que je me lève facilement 1 à 2 fois par nuit. Et j'ai pris l'habitude, comme ça, de noter mes heures de réveil pour essayer de calculer, là, tu sais, les fameux cycles, Mmh. savoir ce que c'est 1 heure et demie, etc. Donc, en fait, nos émissions m'ont remis, tu vois, dans le bain. Donc, je me suis très tôt passionné pour ce sommeil, en fait, hein. C'est une période quand même qui est importante dans notre vie, puisque nous passons quasiment, hein, le tiers de notre vie à dormir. En tout cas, ceux qui dorment assez, on est d'accord là-dessus. Donc, il y a un gros déficit aujourd'hui au niveau du sommeil. Je pense qu'on en parlera dans ce podcast. Mais j'ai toujours été, entre guillemets, un gros dormeur. Et j'ai jamais voilà, eu de problème particulier par rapport au sommeil. Alors, je ne sais pas donc, si c'est lié, tu vois, à mon activité physique. J'ai connu une période de grand stress, notamment, je dirais, début des années 2000, où j'ai créé pas mal de startups à l'époque. Donc c'était voilà, c'était la fameuse Startup Nation, hein, que rêve donc notre Emmanuel Macron. Moi je l'ai vécu, et j'ai entrepris en fait dans le domaine des nouvelles technologies dès le début des années 2000. J'ai créé quasiment la première agence dans le Sud-Est de création de sites internet. Et donc j'ai connu après cette frénésie, tu vois, d'information. Et là aussi, je pense que ça peut perturber le sommeil, euh, cette omniscience, cette boulimie d'informations. On appelle ça l'info-obésité, hein, où on veut, tu vois, apprendre tout le temps. On a peur de rater quelque chose. Voilà. Donc, bon, moi, je viens un petit peu de la préhistoire, hein, donc je suis né dans les années 60. Si tu veux, j'ai connu, hein, encore le téléphone, tu vois, avec les téléphones mécaniques, hein. Ensuite, le téléphone à touche, j'ai connu le Minitel, j'ai connu bien entendu le téléphone portable, et puis l'avènement des réseaux sociaux. Et j'ai observé, tu vois, et là ça fait vraiment partie de mon travail, toute cette évolution sociétale qui vise à nous abreuver d'informations, où j'ai l'impression en fait qu'aujourd'hui tout va trop vite pour tout simplement pour notre cerveau, pour notre compréhension, même pour nos besoins physiologiques. Euh,
on se pose pas, on n'a quasiment pas de période de repos. C'est pour ça qu'il y a, je dirais, les vacances sont prisées, hein. On avait beaucoup moins de vacances à l'époque, mais je pense que nos métiers étaient moins stressants. Je dis pas que c'était beaucoup plus facile au siècle dernier, non, mais il y avait beaucoup plus de travail manuel. Aujourd'hui, on fait je dirais des tâches qui sont pas forcément, où on se dépense pas forcément au niveau physique. Et je dirais, ce stress mental, je pense, peut influencer également au niveau du sommeil. Donc, je me suis toujours intéressé à l'alimentation jusque voilà, dans les années donc, 2010 où je me suis mis comme objectif de produire un livre qui était mon premier livre, Hit, donc, qui est sorti fin 2013. Là, cette année, on fête les 10 ans de Hit. J'ai toujours intégré en fait l'alimentation par rapport, je dirais, à mes objectifs au niveau physique, au niveau mental également, avec un gros changement, notamment en 2010, où j'ai fait pas mal d'enquêtes, notamment dans le milieu de l'élevage industriel, où j'ai Mmh. vu voilà, ces élevages concentrationnaires, j'ai filmé voilà, en caméra cachée dans les abattoirs, j'ai participé à tout ce mouvement, tu sais, il y a une dizaine d'années, qui visait à pointer du doigt les atrocités qui se passaient dans les abattoirs. Et par rapport à ce que j'ai vu, d'un coup, j'ai plus pu consommer de viande. Voilà. Ça a été un gros chamboulement pour moi. Et je me suis renseigné, je me suis formé par rapport à l'intérêt de la cuisine végétale, donc végétarienne, ensuite végétalienne même. J'ai eu une période comme ça. Pas facile, puisqu'on vivait à l'époque avec mon épouse donc, au Québec, avec des hivers à -40, voire -50. Voilà, on était 2 ans dans les bois pour écrire le livre. En fait, j'étais dans ma période végétalienne, donc que j'ai arrêté en fait relativement vite. Mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, je ne consomme plus de viande. Et ce changement, donc au niveau de l'alimentation, m'a énormément apaisé. J'étais quelqu'un qui j'ai toujours le sang chaud, hein, comme tout bon sudiste et marseillais, mais je suis beaucoup plus zen, beaucoup plus posé. Et je ne sais pas si c'est le fait d'avoir comme ça arrêté la viande il y a une dizaine d'années. J'ai pris conscience que déjà on en consommait beaucoup trop, et j'ai pris surtout conscience que l'alimentation végétale, avec tous les super aliments, hein, pouvait nous apporter énormément au niveau physique, mais également au niveau mental. Et tout ça, donc ça a pu, je dirais, mieux structurer mon quotidien. Et donc, voilà, je t'ai résumé assez rapidement cette évolution en essayant de trouver toujours un lien par rapport justement au Mmh. sommeil. Ouais. Oui, parce que je rebondis juste là par rapport à ton livre que tu as écrit. It, c'est bien E-A-T, et tu as écrit It 2 aussi, pour les personnes qui ne connaîtraient pas comme c'est le mot en anglais. Et effectivement, par rapport à l'alimentation, je pense qu'on chacun dans son parcours, mais là, toi, avec l'expérience que tu as et ton recul, on se rend compte que notre alimentation, elle influe directement sur, notre façon d'être, sur notre mental ou parfois le brouillard mental qu'on peut avoir. Elle influe sur, aussi notre, capacité de concentration. Elle influe bien sûr sur notre système hormonal. Moi, je dis toujours qu'elle influe aussi sur le sommeil, c'est évident. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser pour rester sur l'alimentation, mais il y a autre chose que tu as dit tout à l'heure, mais j'y reviendrai après parce que ça me paraît super intéressant. Par rapport à l'alimentation, comment, toi, bah, du coup, tu es passé de, on va dire, d'une vision nutritionniste où on est vraiment basé sur, les macronutriments avec, souvent cette peur de manquer de protéines et d'acides aminés, pour justement que le corps puisse fonctionner bien. On a l'impression que si pendant une journée on mange pas de viande, c'est la catastrophe. Au régime que tu as là aujourd'hui et avec, sans que ça vienne, perturber, justement ta santé. Toi, tu te sens bien, tu sens que c'est le régime alimentaire qui te convient. Donc comment tu es passé de l'un à l'autre et quels sont les blocages peut-être que tu as pu rencontrer à un moment donné et qui ont été dépassés?
Je vais rectifier. Tu as parlé du mot régime. Je ne fais pas de régime, en fait. Alors pour J'ai moi, un, le régime j'ai un alimentaire, mode c'est alimentaire. voilà, pour moi, le régime alimentaire, c'est simplement ce qu'on mange. Tu sais, OK. c'est vraiment dans Donc, le sens, plus enfin, j'ai envie de dire presque plus pur du mot régime, c'est-à-dire, mmh, qu'est-ce qu'on mange dans son quotidien. Ça veut pas dire, une restriction, quelconque, c'est juste, quelle est d'ac notre diète, tu vois? Voilà, c'est pour le d'accord, mettre à un d'accord. autre mot. Donc c'est le mot adapté, je pense que c'est plus mode alimentaire. OK. Parce que le régime, il y en a des tas de régimes, hein. Un régime sans glucides, avec glucides, sans lipides, avec lipides, crudivore, carnivore même, et cetera, hein. Donc j'ai un ami, qui est en train de sortir en fait d'une phase de cancer, et cetera, pour se refaire son intestin parce qu'il peut plus du tout digérer de fibres. Il mange que de la viande et du jaune d'œuf, hein. Il va très, très bien. Donc je ne fais pas du tout de prosélytisme. Moi, je vais être clair là-dessus. Un, je ne suis pas végan. La viande, si je pouvais en manger, j'en mangerais. Le problème, c'est que c'est émotionnellement, je ne peux pas, par rapport à ce que j'ai vu. Donc, je ne veux pas dire que c'est bien de ne pas manger de viande, hein. Il faut arrêter de dire que la viande crée le cancer, hein. Il y a deux types de viande. Il y a la viande qui est issue d'animaux élevés normalement, hein, je dirais à l'extérieur, des animaux qui mangent de l'herbe. Et 95%, même plus, hein, de la viande consommée aujourd'hui en France et dans les pays occidentaux provient de la viande donc d'animaux d'élevage qui sont en fait nourris avec des grains. Et ça change tout parce que c'est une viande produite avec beaucoup d'oméga 6. Les oméga 6, c'est des acides gras pro-inflammatoires et avec bien sûr des animaux qui sont vaccinés, qui sont piqués aux antibiotiques, hein. On fait de l'antibiorésistance parce qu'on mange trop d'animaux d'élevage. Les poissons, c'est la même chose. Je pense que les poissons, c'est même pire, parce qu'on peut leur donner à manger quasiment n'importe quoi, hein, la farine animale, etc. Bon, bref. On a connu le cas de la vache folle. Bon, aujourd'hui, on va avoir des insectes dans l'alimentation. Voilà. Donc, pour en revenir, si tu veux, à mon mode alimentaire, j'ai jamais dit en fait ce que je consommais au quotidien parce que je pense que ça peut fausser en fait et ça peut perdre en fait les personnes qui nous écoutent. Je pense à chacun de savoir ce qui est bon pour lui. La grosse problématique aujourd'hui, c'est qu'on mange plus par gourmandise que par nécessité. On mange trop d'aliments industriels, on n'a plus le temps de cuisiner, donc on va acheter des plats préparés qu'on va réchauffer et qu'on va micro-onder, donc c'est la nourriture irradiée. On va boire de l'eau avec du chlore, donc qui est un poison, hein, pour notre organisme, et on va absorber des molécules toxiques avec la chimie. Depuis les années 60, il y a énormément d'additifs chimiques dans notre alimentation. Donc l'alimentation est devenue en fait une problématique. Et ça ne l'était pas à l'époque de nos grands-parents, hein. Nos grands-parents en fait mangeaient forcément de saison, parce qu'il n'y avait pas de supermarché, donc on s'alimentait localement. On mangeait de saison, on faisait, je dirais, sa cuisine, et on ne se posait pas la question, à savoir est-ce qu'on a mangé assez de protéines, de Mmh. lipides ou de glucides. Voilà. Donc, ma connaissance aujourd'hui au niveau de l'alimentation se porte essentiellement aussi sur la micro, je dirais, nutrition, tout ce qui est oligo-éléments, vitamines, minéraux, tous les super aliments qui sont toujours issus de l'élevage, non pas de l'élevage et non pas des animaux, qui sont issus de la nature, qui sont des aliments qui sont des végétaux. Je pense à la spiruline, je pense à l'ail, je pense au curcuma, voilà. Et donc j'ai intégré tout ça il y a maintenant plus de ouais, une bonne dizaine d'années. Et je trouve que lorsqu'on fait des études dans la nutrition, c'est comme la médecine en fait. On nous apprend des bases, et ces bases-là sont portées essentiellement sur les macronutriments. Mais aujourd'hui, voilà, il est quand même inconcevable d'aller consulter un gastro-entérologue parce qu'on a des problèmes de digestion ou on peut avoir des porosités intestinales, un syndrome de Crohn qui est de plus en plus fréquent, cette maladie de Crohn, due à une porosité intestinale, due à un excès de blé, parce que le blé moderne aujourd'hui est toxique. Lorsqu'on va voir un gastro-entérologue, il ne nous donne aucun conseil au niveau de l'alimentation. Ouais, c'est complètement Voilà, faux. je parle en général, hein, bien entendu, il peut y avoir des exceptions. Donc, cette alimentation, c'est complexifié
aujourd'hui. Et donc on a besoin, quasiment d'aller consulter pour savoir ce qu'il faut en fait manger. Chaque cas est unique. Moi, lorsque je suis des personnes, je fais des programmes vraiment personnalisés. Donc il n'y a pas de recette globale. Si j'avais à donner quelques conseils, c'est assez simple, hein, c'est se reporter essentiellement sur de l'alimentation non transformée, donc revenir aux fondamentaux, manger une grande partie, je dirais, de légumes, garder bien entendu de la viande si vous n'avez pas de problème éthique, mais choisissez de la viande issue d'élevage naturel, hein, non pas d'élevage industriel, et puis faites en sorte d'éliminer autant que faire se peut tous les aliments transformés issus de l'industrie. Le principal danger aujourd'hui, c'est le sucre, hein. Aujourd'hui, on nous a drogués au sucre, hein, tous autant que nous sommes. Donc, il faut faire voilà, très attention avec cette gourmandise, hein, qui est toujours prégnante dans notre quotidien. Et donc, il y a une phase, malheureusement, comme les toxicomanes, en fait, il y a une phase de désintoxication, déjà une prise de conscience. Je te prends un exemple. euh, Par rapport à l'ail. Très souvent, les personnes disent oh, je ne mange pas d'ail. Alors souvent, c'est par rapport à des oui, je vais sentir en fait lorsque je vais parler à quelqu'un, je vais sentir l'ail. Donc ça, c'est complètement faux. Hein. Vous vous brossez les dents après ou vous buvez un café, mais bon, il y a pas de problème d'odeur. Mais très souvent, les personnes ne digèrent pas l'ail. Et moi, j'en faisais partie. Et lorsque j'ai compris les vertus quand même miraculeuses de l'ail, hein, l'ail pour moi, c'est dans mon top 10 des meilleurs aliments, notamment des aliments anti-cancer. Lorsque j'ai compris les vertus de l'ail, j'ai commencé à le digérer, en fait, tout simplement. Donc, cette Mmh. prise de conscience, l'alimentation passe aussi par le mental. Hein, tu vois, cette prise de conscience se fait à plusieurs niveaux. Déjà, avoir un intérêt pour l'alimentation, ce qu'il y a dans notre assiette, et voilà, faire la différence entre la gourmandise et la nécessité, c'est-à-dire voilà, avoir des choses dans notre assiette qui correspondent à nos besoins physiologiques. Mais malheureusement, je n'ai pas de recette miracle. Non, mais bien sûr et je suis tout à fait d'accord avec toi, systématiquement, moi aussi, pour les personnes que j'ai en consultation, en accompagnement, je ne dis jamais 2 fois la même chose, en fait. C'est impossible et c'est vrai que pour l'alimentation, j'ai vraiment connu la même chose que toi, par rapport à ce que tu dis là sur l'ail. Il y avait vraiment des aliments qui me répugnaient, complètement. Je n'arrivais pas du tout à manger parce que je voyais pas l'intérêt de manger ça et quand j'ai découvert que c'était très intéressant et quand j'ai découvert que les bienfaits que ça pouvait apporter pour mon corps, ça a complètement changé et je me suis mis à intégrer dans mon alimentation énormément de choses, alors que j'ai découvert ça, oui, à peut-être à 30 ans ou même à 31 ans, 32 ans, alors que j'avais passé ma vie sans en manger. Donc oui, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et il y avait quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellée dans ce que tu disais quand, tu parlais des réseaux sociaux et le fait qu'on ait une charge mentale qui soit très, très importante. Ça forcément sur le sommeil, ça a des impacts, significatif puisque c'est, presque difficile, tu vois, de venir se recentrer sur soi, déjà dans un premier temps. On est sans cesse on est sans cesse porté vers l'extérieur et à un moment donné, quand on se couche le soir et qu'on est seul avec soi-même, bah, pour beaucoup de personnes, c'est la panique, en fait et je trouve que le fait qu'on soit sans cesse, tourné vers l'extérieur, ça peut poser un vrai problème et c'est important, parfois dans la journée, d'avoir ce temps de reconnexion à soi et de ne pas être, bah, du matin quand on se réveille avec le téléphone dans la main, jusqu'au soir au coucher avec le téléphone dans la main, les notifications des réseaux qui sont tout le temps là et puis, bah, tout cet appel des réseaux puisque ça active tous nos systèmes dopaminergiques. On est vraiment Ouais. appelé par tout ça et c'est très difficile de déconnecter et oui, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un vrai problème et je trouve aussi qu'il y a un autre problème qui est un peu sous-jacent mais qui, à mon avis, a vraiment évolué là sur les 50 dernières années. C'est le fait qu'on est complètement habitué à ne pas comprendre comment les choses, elles fonctionnent. On est complètement habitué à se servir de plein de choses, sans jamais savoir comment ça marche et du coup, on se pose pas non plus forcément la question de comment notre corps, ce dont il a besoin. En fait, on est tellement habitué à ce que ça fonctionne sans qu'on y pense et que les autres nous disent comment les choses doivent marcher, que finalement on s'en remet aussi toujours à quelqu'un pour notre propre santé. Et je trouve que de façon générale, on est très déconnecté, tu vois, du ressenti de notre corps, de ce dont il a besoin. On n'est pas à l'écoute, en fait, on s'en sert juste un peu comme un véhicule qui nous emmène d'un endroit à un autre. Et ça, que ce soit d'un point de vue sommeil, mais même d'un point de vue santé plus globalement, c'est un vrai problème.
parce que du coup, on ne cherche pas forcément à être acteur pour sa santé et oui, effectivement, on va demander à d'autres personnes de nous dire quoi faire, plutôt que de savoir quoi faire pour nous et on va pas forcément avoir cette curiosité de chercher, d'obtenir nous-mêmes les réponses parce qu'on est habitué à ne pas comprendre ce qui nous entoure. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je pense que tu l'as probablement, observé 1000 fois, mais je pense qu'il y a eu un vrai impact sur notre bien-être, notre sérénité intérieure, notre, calme intérieur possible, en lien avec tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. C'est lié, également à notre société moderne qui nous a volé du temps. Aujourd'hui, toutes les informations sont disponibles. C'est un sociologue, un linguiste plutôt, américain qui s'appelle Noam Chomsky, qui dit, «C'est incroyable, aujourd'hui, nous avons toutes les informations disponibles à notre portée», c'est la première fois dans notre histoire, hein, et on sait si peu de choses. Mmh. Et on sait si peu de choses. Parce que on vit dans la société du spectacle. On préfère se distraire plutôt que s'instruire. Et j'invite en fait, moi, nos auditeurs, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, de penser à cette phrase. Voilà. On passe notre temps aujourd'hui à se distraire au lieu de s'instruire. Et ce que je fais aujourd'hui dans le Lead Club, j'essaye de faire du divertissement culturel, en transmettant des informations, transmettant des clés. Mon accroche, c'est comprendre la société pour ne pas la subir. Certes, nous parlons de tas de choses. Tu connais le contenu du club. Il y a bien sûr l'alimentation, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Et en fait, ces briques que nous posons, hein, petit à petit, vont construire ensuite, non pas un mur qui va nous séparer des autres, mais une forme de compréhension globale. En fait, nous sommes en train, chacun, de notre côté, puisqu'on a chacun un parcours de vie, un prisme, hein, qui est transmis par notre expérience et notre vécu. Euh, on construit en fait notre propre puzzle. En fait, on met comme ça des pièces, et ce jusqu'à la fin de notre vie. Hein, on n'arrête pas d'apprendre. Mais je t'avoue qu'aujourd'hui, je regarde très très peu en fait de films, je regarde très très peu de séries, je regarde plus du tout la télévision, et j'ai participé en télévision, j'étais voilà, euh, je dirais co-animateur de certaines émissions, j'ai participé en fait à ce spectacle, mais la télévision a énormément évolué, notamment ces 20 dernières années. C'est devenu un spectacle appétisant. En fait, on n'apprend plus rien aujourd'hui. Ça n'a jamais été la vocation de la télévision, bien que c'est peut-être une époque que tu n'as pas connue, mais il y avait des émissions comme Apostrophe, il y avait des émissions de débat qui étaient très intéressantes. Et d'ailleurs, lorsqu'on écoute ces émissions, il y a des archives de l'IANA qui sont très intéressantes à ce sujet, on se rend compte que les personnes en fait, qui s'expriment ont un bagage linguistique qui est très nettement supérieur aux personnes qui s'expriment aujourd'hui, hein, que ce soit dans les médias, ou que ce soit même en politique. Écoutez les discours du général de Gaulle, écoutez aujourd'hui les discours d'Emmanuel Macron, vous verrez la différence. Euh, donc on a énormément perdu, voilà, au niveau de notre expression, de notre langage. Il faut savoir que l'humain, hein, quoi qu'en disent notamment les végans, est un mammifère qui a évolué grâce au langage. Et c'est ce qui nous positionne, je dirais, à la pointe de cette pyramide alimentaire, bien sûr. Et donc, ce langage, on est en train aujourd'hui je dirais, de le perdre, malheureusement. Et on peut vraiment prendre plaisir à apprendre, vraiment. Lorsqu'on rentre dans ce processus qui peut être dû très souvent à un choc dans notre vie, à un accident, que ce soit familial, donc personnel, que ce soit même professionnel également, une remise en question ou un changement de vie. Euh, on peut se rendre compte que l'importance de connaître en fait et d'apprendre régulièrement au quotidien, et de prendre plaisir justement à apprendre de nouvelles choses.
Que ce soit des mots, que ce soit des expressions, que ce soit, voilà, des problématiques, plus ou moins complexes, hein. On ne peut pas apprendre quelque chose en 15 minutes, c'est certain. Si vous vous intéressez au réchauffement climatique, bon, vous êtes parti pour plusieurs mois, hein. Et là aussi, c'est un défaut de notre société aujourd'hui parce qu'on picore l'information. On est, contrairement à toi, tu vois que tu étais intéressé au sommeil. Je crois que tu t'es intéressé au sommeil parce que tu souffrais d'insomnie, c'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc bah, tu as pris ta santé en main et puis aujourd'hui, tu en fais ton métier, c'est magnifique, c'est magnifique et je pense que tu prends plaisir encore, je dirais à apprendre certainement tous les jours, hein. Je pense Bah, que sans cesse. voilà, Tout à fait avec d'accord. aussi, avec l'échange qu'on a avec, les gens que l'on suit, voilà, on peut faire des erreurs, également, mais bon, personne n'est parfait. Donc cette soif d'apprendre, peut être vraiment, je dirais, peut enrichir notre vie. Et pour en revenir à ce que tu disais au niveau de ces satanés téléphones portables qu'on a toujours près de nous, sur nous, l'importance de la lecture. Euh, c'est pas parce que je suis écrivain que j'ai des livres que je dis qu'il faut lire tous les jours, en fait. Il faut lire tous les jours. Il faut s'astreindre à lire tous les jours parce que la lecture, c'est le seul moyen aujourd'hui de récupérer notre déficit d'attention. Mmh. C'est assez dramatique quand même. C'est les ingénieurs de Google qui ont sorti cette étude-là. Un jeune qui est aujourd'hui, qui est un millénium, hein, donc qui a à peine 20 ans, ont une mémoire qui est limite supérieure à celle du poisson rouge, hein, qui est de 8 secondes. Donc, en fait, c'est ce L'attention, tu défaut. veux dire? Oui, une Ouais, capacité oui, d'attention, oui. capacité d'attention, Mmh. pardon, pas de mémoire, ouais. Une capacité d'attention donc qui frise donc les 8 secondes, c'est dramatique. Mais ça s'explique par, je dirais toute cette information, ces réseaux sociaux, notamment TikTok, hein. En fait, il faut être épileptique pour regarder de l'information sur TikTok. C'est fou, hein, tu vois? Mais même dans les films aujourd'hui, dans les films, bon, j'ai produit un film à l'époque, donc début des années 2000. Voilà, on avait un montage qui était pas un cut de quasiment une seconde comme les clips vidéo, les clips musicaux, tu sais, qui étaient cutés vraiment, de façon assez frénétique. Heu, voilà, aujourd'hui, on a besoin toujours d'avoir, ce petit, je dirais cette rupture, pour garder et pour capter, l'attention Et et je la lecture, mmh. c'est vraiment, pour moi, hein, quelque chose qui est indispensable et la lecture en plus, le soir. Avant de se coucher, avec juste une lumière un peu tamisée, mais une Mmh. lumière qui éclaire quand même, c'est votre livre, hein, même sans gêner votre conjoint, pour avoir des petites lumières donc que vous mettez juste sur le livre. Ne serait-ce qu'un quart d'heure, une demi-heure. Moi, en général, je lis entre 1 heure et 1 heure et demie, tous les soirs, plus de la lecture dans la journée, mais là, c'est plutôt pour mon travail. Donc, privilégier une lecture, non pas une lecture, comme j'ai dit, prise de tête, sinon là, vous allez gamberger toute la nuit, hein, voilà. Donc, évitez de lire mes livres le soir, par exemple, voilà. Plutôt Oui. lisez-les, quand vous êtes en vacances, pendant la journée, voilà. Non, mais tu sais que tu rigoles, mais c'est vrai, hein, parce que le dernier là, le Hit 2, je n'arrivais pas à le lire le soir. Ça me faisait beaucoup trop, alors que pourtant je lis le soir aussi. Mais c'est vrai que ça me faisait bah, voilà, ça fait Trop réfléchir à réfléchir, beaucoup ouais, de ouais. choses, donc je le lisais plutôt en journée. Mais tu sais, par rapport à ce que tu dis, c'est vraiment très intéressant là pour cette notion de que tout va très vite, que les films, tout est monté différemment et que tout va beaucoup plus vite qu'il y a ne serait-ce que 20-30 ans ou 50 ans en arrière. Mais tu sais que c'est vrai aussi pour les dessins animés, pour les enfants, ça rend leur cerveau mais complètement cinglé et quand tu regardes les des les dessins animés des enfants, même tout petits aujourd'hui, comparés aux dessins animés, enfin en tout cas que moi j'ai eu, tu vois, il y a 30 ans en arrière, mais vraiment les petits Disney, les je sais pas, les Winnie l'ourson, enfin les vieux dessins animés quoi, où c'était tout lent en fait. Et aujourd'hui, quand on regarde les dessins animés pour les enfants, donc on comprend pourquoi en termes de capacité, d'attention, c'est une vraie catastrophe parce que du coup, depuis tout jeune, en fait, ils sont dans ce rythme effréné et c'est juste pour reboucler avec le sommeil bien évidemment, mais les difficultés de sommeil chez les enfants aujourd'hui, elles sont absolument catastrophiques. Donc est-ce que c'est juste une simple, coïncidence, ça c'est juste, pas de lien. Moi, ça m'étonnerait beaucoup parce que finalement, tout ce qu'on évoque là depuis tout à l'heure, ce sont des choses qui sont, bah, exponentielles depuis 70 ans et les troubles du sommeil chez l'adulte, moi j'ai pas forcément de stats là pour les tout petits en tête, mais chez l'adulte, on a quand même perdu 1 heure et demie de sommeil depuis les années 1950 en moyenne, ce qui est quand même énorme. Juste dans l'espace d'un demi-siècle, pouf, 1 heure et demie de sommeil en moins, ce qui représente quand même un cycle complet. Donc après, c'est sûr que même en termes de santé globale, on ne peut pas imaginer que ça ne manque pas.
Et on ne peut pas non plus imaginer que ce ne soit pas corrélé à tout le reste. Là, tu as beaucoup parlé de l'alimentation, mais là, ce sujet-là aussi de la charge mentale, de tout qui va très, très vite, de cette impossibilité d'avoir son attention fixée sur quelque chose. Je pense que notre cerveau, à un moment donné, il peut plus, en fait, c'est trop. Et le trouble du sommeil peut refléter ça, très, très fréquemment. Je te rejoins là-dessus. Moi, j'essaye de comprendre pourquoi, comment on en est arrivé là. Et pour ça, il faut revenir dans le passé. Il faut étudier l'histoire pour comprendre le présent et peut-être anticiper l'avenir. Pour répondre à ta question et à ta remarque, je pense qu'on a perdu cette heure et demie du sommeil à cause de la télévision. Bien sûr, oui, oui, c'est sûr, ça a dû commencer par là, oui. On se couche, Mmh. peut-être beaucoup trop tard. Tu l'expliques très bien, Mmh. hein. Moi, je suis très fan aussi du rythme circadien. Bien entendu, on est en complet décalage. On mange beaucoup trop tard. Là aussi, c'est lié, comme je l'explique dans le tome 2, à notre vie moderne, hein. Je dis le moderne a une montre, mais il n'a jamais le temps. Hem Et donc, on est tout le temps, en fait, en décalage, et notamment le soir. On mange trop tard. En plus, ça influe donc un mauvais sommeil. Ça, je dirais, ça change notre biorhythme au niveau intestinal, puisqu'on n'a plus cette période de jeûne. En général, il faut attendre 12 heures entre le dernier repas et le premier repas de la journée. Et ce premier repas, en fait, qui s'appelle le petit déjeuner, est une invention moderne, hein. Avant on petit déjeunait pas, hein. Très souvent, on prenait 2 repas, voire un seul repas dans la journée. Bon, bref. Et il y a un chercheur français que tu connais sûrement qui s'appelle Michel Desmurger, Mmh. qui a écrit TV Lobotomie. C'est un constat absolument dramatique de l'impact des écrans sur notre vie et notamment par rapport aux enfants. Complètement. Alors Ouais. là, et on le voit depuis le plus jeune âge et heu, même quand, c'est pas une habitude, enfin, tu vois, pour te prendre, mon exemple, nous, à la maison, il y a pas de télévision, on n'en ressent pas du tout le besoin et si on veut aller voir quelque chose et bien, enfin, voilà, on le voit sur l'ordinateur ou sur, autre écran et bien, les enfants, malgré tout, à partir du moment où il y a un écran quelque part, tu vois, dans la rue ou ailleurs lorsqu'on est invité, c'est hypnotique. On le voit tout de suite. C'est, un truc de fou. À quel point la télévision peut vraiment, attirer l'œil et nous comme si elle nous capturait, en fait. Et c'est vrai que dans les restaurants où il y a la télévision, où il y a des choses en fond, et ben, on peut regarder les tables, hein. Les gens ne parlent pas. Les gens sont là, mais ils regardent en fait l'écran ou alors ils sont sur leur téléphone, mais en fait, les gens ne sont plus dans ce lien et je pense que la télévision, elle a séparé une certaine forme de lien, vraiment, de vis-à-vis et en nous enfin, comment dire? Oui, un petit peu en nous capturant notre capacité d'attention et notre cerveau et je pense que ça, d'un point de vue charge mentale, c'est beaucoup trop. Ouais, tu l'expliques aussi dans certains de tes épisodes que j'ai écoutés, hein, que j'écoute, euh, au niveau de cette lumière bleue également, Bien hein, sûr. et que, voilà, et ça aussi, ça peut être un excitant. Alors, je dis pas que on ne doit pas faire quelques exceptions, bien entendu. Si vous êtes fan de foot, hein, vous allez voilà, voir le match de foot, etc. Bon, bref. Il y a aussi cette période, et je me rappelle, je suis assez nostalgique des Noëls de mon enfance, où on avait le film, tu vois, de Noël. Tu te souviens de ça? C'était toujours des films, Mmh. bon, peut-être même pas que des Disney, mais où il y avait des films français également, tu vois, mais c'était quelque chose en fait. On se mettait devant la télévision, voilà, Ouais, en c'était un famille, moment unique. tu vois, Oui, c'était un oui, moment oui, unique. ouais, complètement d'accord. Aujourd'hui, en fait, tout le monde a son propre écran, hein. On a même la télévision aujourd'hui sur le téléphone portable. Donc, c'est assez effrayant, notamment au Québec, hein. Au Québec, j'ai jamais vu d'écran aussi grand, si tu veux. Donc, des fois, ça prend toute la place du salon. Et les salons, en fait, sont structurés, même en France aujourd'hui, c'est la même chose, hein. En fait, tu rentres dans un salon, c'est structuré autour de la télévision, en fait. Mmh. Tu as la télé
et tu as les fauteuils donc tout autour de ce fameux écran de télévision. Moi, tu sais, je suis fan également de littérature dystopique, hein, notamment 1984, qui est assez effrayant, avec Bien Big sûr, Brother, forcément. tu vois, voilà. Mmh. Cette omniprésence voilà, de l'écran. Après, bien sûr, il y a d'énormes avantages. Il y a la visioconférence, il y a ce qu'on produit aujourd'hui, toi et moi. Donc voilà, il ne faut pas rejeter en bloc, bien entendu, la modernité. Mais revenir comme ça à la lecture, qui demande un effort, en fait. Un effort de concentration, parce que contrairement à la télévision, hein, il y a eu des études là-dessus, je l'ai lu dans les livres de Michel Desmurger, où un électroencéphalogramme de quelqu'un qui regarde la télévision, alors je dirais pas qu'il est plat, mais en fait il est relativement faible, et un électroencéphalogramme d'une personne qui est en train de lire, nettement supérieur. C'est pas la lecture qui va en fait, vous exciter, hein, pas du tout. Mais vous allez pouvoir rentrer dans un livre, imaginer le décor, imaginer les personnages, les voix. C'est incroyablement enrichissant. Alors, par contre, il faut choisir, bien entendu, les bons livres. Bon, moi, tu connais mon amour pour la musique. Je suis un bouffeur de biographies musicales, notamment dans le rock. J'en consomme quasiment une par semaine. C'est Mmh. une frénésie, hein, en ce moment. Donc, il va falloir que je me calme. Mais ça me permet, tu vois, le soir, de me replonger aussi dans le passé. Hein, tu sais, on se réalise toujours et on est la personne que l'on est aujourd'hui. Et par rapport à nos 20 ans, à la décennie qu'on a connue dans les 20 ans. C'est pour ça que je suis très nostalgique, moi, des années 80, que ce soit la musique, que ce soit le film, que ce soit même la littérature également. Il y a des romans incroyables dans ces années-là. Et ça a été également, les années 80, le début de cette intoxication alimentaire avec toute la nourriture industrielle réchauffée donc dans les micro-ondes en grande partie. Il faut savoir en fait que les micro-ondes ont été inventés pour nous fourguer des plats préparés, hein, parce que les plats préparés sont dans du plastique, réfléchissez à ça. Vous ne pouvez pas donc les réchauffer dans un four, hein. Donc, on les réchauffe avec le micro-ondes. Voilà. Et ça c'est particulièrement néfaste. Voilà. Hormis la qualité nutritionnelle médiocre et déséquilibrée qu'il y a dans l'alimentation. Juste le fait de faire chauffer dans du plastique avec tous les perturbateurs endocriniens, comme s'il n'y en avait pas déjà assez de soucis dans l'alimentation en tant que telle, mais même les contenants et puis là, tu parles du micro-ondes, effectivement, tout ça fait que ça se rajoute, en fait, ça fait comme un énorme cocktail. C'est le corps, à un moment donné, il peut gérer certaines choses, on va dire isolément, il a même des capacités extraordinaires, mais c'est sûr Ouais. qu'avec le cocktail qu'on se prend depuis 30 ans, c'est quand même pas si évident. Ouais. Tu vois, il y a le danger aussi du sucre. On mange trop sucré, ça crée de l'hyperactivité chez les enfants et pas que, hein, chez les adultes également. Il faut pas bannir le sucre, hein, un petit truc, hein, aussi pour, alors je sais pas si c'est pour bien dormir en tout cas. Euh, Prendre une petite cuillère à café de miel avec du vinaigre de cidre de pomme, le diluer dans de l'eau et boire ça avant d'aller se coucher, c'est excellent et des qualités incroyables par rapport au vinaigre de cidre de pomme qui basifie notre corps, qui lève l'acidité, qui nous aide à digérer, etc. Et en fait, ce miel va déclencher un petit pic, hein, de glycémie qui va nous aider en fait à nous endormir, hein, parce que quand la glycémie est très haute, ensuite on a, tu sais, un coup de barre, hein, le fameux coup de barre qu'on a si on mange trop riche ou trop sucré après un encas ou après le repas du midi, ou voilà, peut être bénéfique le soir. Hein. Voilà, moi j'ai toujours mes petites habitudes, tu vois, Est-ce donc que tu en as des d'autres, petits des habitudes protocoles. de sommeil Ah, comme ça? Est-ce que tu as un rituel du coup? Tu nous dis que tu lis beaucoup le soir, tu as une sorte de routine du coucher, qu'est-ce que alors, tu mets en place pour ton sommeil? Alors, je ne serai pas très original, hein, puisque c'est des choses que tu dis dans tes podcasts également, hein, donc baisser la lumière. Donc, moi, mon épouse, on a une lumière qui est vraiment tamisée. Je suis pour moi, la lumière est très importante. C'est vrai que la lumière du soleil est indispensable. Et c'est voilà. En plus, étant né à Marseille, donc j'ai grandi dans le sud. Je suis voilà un amoureux du soleil, mais
Le soir, voilà, avoir ces variateurs, en fait, tu vois, de lumière, avoir ces lumières tamisées ou même éteindre certaines lampes, déplafonner et puis travailler, en fait, cette lumière le soir, pour moi, c'est très important. Avoir, voilà, une pièce, une chambre rangée, bien aérée, assez fraîche. Mmh. Donc voilà, avec mon épouse, on aime beaucoup voilà, se créer cette ambiance-là. Et puis ce rituel, voilà, moi j'ai toujours, je me suis toujours douché en fait avant d'aller me coucher ou avant de manger le soir. Voilà, je peux pas moi me coucher si je n'ai pas pris de douche. Et ensuite, j'ai cette lecture, voilà, qui aujourd'hui était très présente dans ma vie. Ça l'était pas peut-être avant, quoique. Je pense qu'avoir toujours quand même lu, et c'est même si je me couche tard, alors il faut savoir que je suis quand même très, euh, je dirais très rythmé. Voilà, j'ai une vie depuis justement euh, mon changement de vie suite au livre Hit. Donc j'ai quitté en fait le monde de l'entrepreneuriat, voilà, suite à voilà, un accident professionnel où je me suis retrouvé à la rue. Là aussi, tu vois, c'est quelque chose de très important. Tu vois, tu m'y fais penser parce que lorsque j'étais dans cette frénésie entrepreneuriale, start-upienne, etc., en général, on se couchait tard, puisque j'étais dans la communication, le marketing et tout. On brainstormait souvent très tard, tu vois. Les startups à l'époque, c'était des open space, tu vois, on restait, on mangeait ensemble. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à entreprendre dans ces domaines-là. Mais on se couchait très tard et on se levait plutôt, voilà, tard, en fait. Voilà, on se couchait peut-être à 1 heure, voire 2 heures du matin, voire des fois plus. J'avais un rythme, ben, comme tous les jeunes adultes, on sortait le samedi soir. On rentrait à pas d'heure, des fois on ne dormait pas. Euh, donc c'est des choses que je ne peux plus faire en fait aujourd'hui du tout. Mais on avait voilà, un décalage dans notre rythme. Mais bon, je pense que quand tu es jeune, tu peux manger n'importe quoi, tu peux te coucher à pas d'heure, tu récupères. Voilà, tu as cette énergie vitale qui t'est donnée en fait dès la naissance. Mais si tu puises trop dans cette énergie vitale, ben, il va t'arriver des soucis arriver à mon âge, quoi. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis très, voilà, très, très rythmé. Je sors très peu, je me couche quasiment toujours à la même heure. Et ça m'est arrivé suite justement à cet accident professionnel voilà, c'était en 2007. Et lorsqu'on a, avec mon épouse, on a quitté la France, on est parti vivre au Québec. J'ai eu la grande surprise de voir que, en fait, au Québec, il n'y a pas de rideau, il y a pas même de volet. Et on se réveille avec, je dirais, le jour qui se lève parce qu'on commence à travailler très tôt et on mange très tôt. On mange à voilà, 18h, 18h30. Donc pour moi, c'était un changement assez brutal, mais c'est une période incroyable parce que c'était je dirais, la première période dans ma vie où je me levais sans la sonnerie du réveil. Donc quand on a quitté la France, on est allé vivre au Québec, donc c'était début de 2010. J'ai été surpris parce que là-bas, il y a pas de rideau, il n'y a pas de volet, et on se réveillait en fait avec la lumière du jour. On mangeait très tôt également, donc 18h30, on dînait. Donc c'était un changement assez brutal, tu vois, moi qui dînais 21h, 21h30, des fois même 22h, voilà. Donc je me suis recalé en fait par rapport à ce rythme circadien. Et c'était juste incroyable parce que c'est la première fois de ma vie, entre guillemets, où je me réveillais sans le réveil. Parce qu'en fait, toute notre vie, on est réveillé par le réveil. Enfant, on nous réveille, voilà. Adulte, ben après, tu dois aller au travail, etc. Donc, on te réveille, tu es timé. Et là, comme j'avais tout perdu, j'étais à la rue, donc plus de responsabilité, plus rien. En fait, j'ai commencé à vraiment être libre. Là. Euh, et c'est un changement pour moi qui a été très, très, très bénéfique. Très bénéfique. Et jusqu'à aujourd'hui, je me réveille naturellement. Alors, c'est incroyable parce que c'est vrai que je suis timé. Je m'endors en général voilà, vers les 10h30, grand maximum, voire 10h. Et donc, je me réveille en principe vers 7h, des fois 8h. Donc, je dors en général 9 heures par nuit. Mais je me réveille naturellement. Alors c'est vrai quand je dois faire des déplacements,
je mets ce réveil. Voilà. Ça me dérange pas plus que ça, mais c'est pas un réveil naturel. Voilà, c'est pas un réveil naturel. Et j'observe même quand lorsque je programme, tu vois, ce réveil, mentalement, je me réveille quasiment, enfin juste avant. Mmh. C'est un truc quand même incroyable. J'ai pas cette habitude. Il y en a qui sont timés. Lorsqu'on est vraiment bien réglé, si on se couche à la même heure, on va se réveiller toujours à la même heure, quoi. Voilà. Donc, c'est Oui, quelque chose et qui après est pour moi très bénéfique, hein, vraiment. ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, tu peux te réveiller vraiment, après ta phase de sommeil, en fait. C'est ça qui pose problème avec le réveil, c'est que finalement, il nous réveille toujours pendant notre dernière phase de sommeil et pendant notre sommeil paradoxal, surtout qu'on a beaucoup plus sur le matin et on vient nous extirper de quelque chose qui est très bénéfique pour le cerveau et c'est ça qui est fou, en fait, c'est qu'on n'arrive jamais à terminer cette phase qui nous apporte pourtant tellement. Donc c'est sûr que de se réveiller sans réveil, c'est vraiment le rêve. J'ai une question Gilles, parce que tu nous parles là de ton parcours et tu as un parcours où, bah, il t'est arrivé, des galères, tu as dû, remonter la pente et puis tu as aussi beaucoup entrepris, beaucoup créé. Hem, D'où tu sors toute cette, motivation et cet allant? Parce que tu sais, on parlait tout à l'heure de la quantité de connaissances et de savoir qui est à notre portée demain finalement sur les réseaux. Mais moi je trouve qu'il y a un écart presque plus grand entre je ne sais pas et je sais et entre je sais et je fais. Et tu vois cette motivation qui peut porter certaines personnes, bah, du coup comme toi ou comme beaucoup d'autres qui ont des parcours très inspirants, à toujours aller de l'avant, à toujours à faire plus et puis à mettre en place des choses qu'on s'est déterminées, tu vois, pour nous-mêmes, pour changer de vie, pour aller mieux et cetera. Bah, ça fait toute la différence et pour certaines personnes, je constate qu'on reste dans: «Bah, je sais, j'ai appris des choses, mais en fait, je ne fais pas les choses» et du coup, bah, je me retrouve à faire les choses que j'ai toujours fait, à avoir les résultats que j'ai toujours obtenus, en me disant que j'aimerais bien que ça change et puis on est dans un cercle vicieux où finalement, hem oui, ça bouge pas, on ne résout pas nos problèmes et puis moins on résout nos problèmes, moins on a l'énergie pour les résoudre parce qu'ils sont de plus en plus lourds et du coup, si tu as des conseils à partager par rapport à justement, je passe à l'action, je vais vraiment de l'avant, je prends soin de moi, je rebondis, je regarde pas justement tout le temps vers le passé en me disant que j'ai pas de chance, mais j'avance, je regarde demain et comment je vais faire pour aller mieux demain, tu vois? J'ai toujours été, un entrepreneur. Alors, je tiens ça de mon pauvre père, qui a commencé très jeune, qui ensuite était devenu, maître typographe. Tu sais, la typographie, c'est ce qui, c'est les personnes, en fait, qui manipulaient les caractères de plomb dans l'imprimerie. Ensuite, il a créé sa propre imprimerie. Il était artisan, imprimeur. J'ai travaillé aussi, avec lui, très tôt lorsque je suis revenu des États-Unis. Hem Et très tôt, en fait, il m'a donné des responsabilités. Il m'a créé une petite société, en fait, pour développer à l'époque ce qu'on appelait la PAO, donc publication assistée par ordinateur, la publicité également. Et j'ai toujours eu cette âme d'entrepreneur. En fait, je n'ai jamais été de ma vie salarié. Aujourd'hui, je parle beaucoup en fait de l'indépendance, notamment de l'indépendance professionnelle. Alors, je ne sais pas si c'est un état d'esprit. Certainement, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il y a peut-être des entrepreneurs ou des travailleurs indépendants, ou il y a des gens aussi qui sont salariés et il y a des gens qui sont fonctionnaires, voilà. Hem, il y a des personnes aujourd'hui je dirais, qui s'épanouissent, hein, peu importe s'ils sont fonctionnaires ou salariés ou entrepreneurs, voilà, ou travailleurs indépendants. Hem Il y en a beaucoup, qui subissent et ça, je pense que c'est extrêmement néfaste, hein. On passe pas notre vie, à travailler juste pour payer sa vie, hein, non pas pour la gagner, hein. On paye sa vie, et on fait un travail qui est non gratifiant, non valorisant, qui quelquefois dégradant également, et ça nuit, je dirais, je dirais à notre vie en général. C'est pas facile, hein. Je suis pas là pour juger quiconque. Hem, Moi, j'ai toujours eu plaisir, en fait, à entreprendre. J'adore entreprendre, voilà. Aujourd'hui, je créerai plus, en fait, de société. Je suis très bien aujourd'hui tout seul. C'est mon épouse qui dirige la maison d'édition. On est tous les 2, on travaille tous les 2, on fait tout,
à deux. C'est pour ça qu'on ne produit pas forcément énormément de livres, hein, mais je ne fais pas écrire mes livres par d'autres, contrairement à certains. Donc on n'est pas des... voilà, on est vraiment... On a cet esprit d'indépendance et cet esprit d'entreprendre moi, m'a poussé à créer beaucoup de sociétés dans divers domaines. J'ai dû faire facilement, sans te mentir, une trentaine de métiers et d'activités différentes dans ma vie professionnelle jusqu'à aujourd'hui. C'est marrant parce que, en fait, avec HIT, j'ai réuni tout ce que j'avais fait dans ma vie passée. C'est pour ça que quand je parle avec certaines personnes, notamment des plus jeunes, qui voient en moi une espèce de figure paternelle et qui se plaignent de leur boulot. C'est une chose que m'avait dit mon pauvre père lorsque j'avais commencé à travailler dans son imprimerie. D'ailleurs, je travaillais l'été entre les vacances scolaires. Bon, on n'avait pas d'argent de poche à notre époque, hein. Donc voilà, les vacances scolaires, enfin, je l'ai passé, notamment le mois de juillet, parce que le mois d'août, c'était les vacances, donc les vacances d'été. Le mois de juillet, je le passais dans l'imprimerie de mon père, souvent à balayer. Il m'a dit, quitte à faire quelque chose, tu le fais bien. Donc si tu balais bien. Voilà, s'appliquer. C'est toujours payant. Peu importe le métier que l'on fait, même si c'est pas le bon, sachez que lorsque vous allez être sur votre chemin de vie, j'espère que vous le trouverez avant, voilà, avant la fin de votre vie surtout, euh, toutes ces compétences-là, tous ces métiers que vous avez pu faire vont se cristalliser et vont se mettre au service en fait de votre chemin de vie. Je pense euh, on a tous en fait un chemin de vie, on a tous, comme dit Paulo Coelho, notre légende personnelle, tu vois. Donc voilà, on est là sur cette terre pour, peut-être pas pour une mission, mais en tout cas, on est là pour s'élever, pour, euh, je dirais, se perfectionner. Je pense que c'est le propre de l'homme. Et donc, avec HIT, j'ai eu tous ces métiers, et même dans les show-conférences que je fais, puisque j'étais musicien, j'ai fait de la scène, voilà, tout ça, en fait, s'est réuni, tu vois, s'est cristallisé lors de cette aventure. Et pour moi, entreprendre, j'ai jamais eu l'impression, en fait, de travailler, tu vois, parce que j'aimais profondément tout ce que je faisais. Voilà, j'ai eu des succès, j'ai eu des échecs, comme tout un chacun. Donc, si on peut avoir vraiment un travail pour lequel on a plaisir à se lever le matin, je pense que c'est quelque chose de très, très important. Voilà. Mmh. Mais même en dehors du travail, même en dehors du travail, finalement, ce qui va nous pousser aussi à nous épanouir sur tous les pans de la vie, parce que malgré tout, il n'y a pas que la partie, on va dire, vraiment professionnelle, c'est quand même quelque chose d'important et je trouve de ne pas, en fait, je te posais aussi cette question-là Ouais, parce que, tu vois, moi, j'ai eu l'impression pendant longtemps, alors après je suis pas vieille, tu vois? J'ai 36 ans, je sais que j'ai encore, beaucoup de choses à apprendre et à découvrir et à explorer, mais n'empêche que j'ai eu l'impression pendant, tu vois, de l'adolescence jusqu'à mes 30 ans, j'ai eu l'impression de subir un petit peu ma vie, mais pas forcément qu'au niveau professionnel, tu vois? Même sur tous les aspects et tu vois, un peu ce brouillard mental et de pas avoir, je voulais faire des choses, mais finalement je faisais rien pour que ça bouge, et je trouve que je constate là aujourd'hui, que ce soit dans mon entourage, plus ou moins proche, hein, mais même, de façon très générale, que, j'ai l'impression comme si on était un peu englués dans notre, vie et qu'il y avait pas grand chose qui pouvait bouger. On sait, on voudrait. Moi, le nombre de personnes à qui même à qui je peux parler du sommeil et qui me disent: «Ah oui, je sais», mais elles ne font pas, en fait, tu vois? Et ça, je trouve que ça nous ruine, en fait, dans tout ce qu'on pourrait, faire de nous-mêmes. On n'est pas la meilleure version de nous-mêmes, en fait. ouais. Oui, c'est une espèce de passivité. Et c'est surtout un manque de volonté, tout simplement. Tu l'as souligné, la chose aussi très importante, et pour moi, la chose la plus importante, c'est choisir la personne avec qui on va vivre notre vie, hein. Je crois beaucoup au couple. Euh, Moi, le couple m'a sauvé, hein, lorsque j'ai connu cette dépression suite à voilà, la perte de tout ce que j'avais au niveau professionnel, tout ce que j'avais entrepris depuis plus de 20 ans. Si j'avais pas eu, je dirais, mon épouse à mes côtés, voilà, ça aurait été compliqué. Bon, je dis pas on peut pas le faire en étant seul, hein. Moi, j'ai toujours eu cette volonté et on va pouvoir peut-être raccrocher au début de ce podcast. Je pense que
cette volonté m'a été également, euh, je dirais, encouragée par l'activité physique, notamment la musculation. Ça peut Mmh. paraître étrange, hein, mais je dirais, il y a des préceptes, notamment les préceptes d'Arnold Schwarzenegger, hein, qui dit, voilà, entraînez-vous tous les jours, pas d'effort, pas de résultat. Tu vois, c'est cette motivation, voilà. Qu'est-ce qui nous motive, hein? Je te parlais de Sylvester Stallone. Regardez les Rocky, les amis. Regardez les Rocky. C'est pas juste un film d'action, Rocky. C'est vraiment une leçon philosophique de vie, hein. C'est une leçon philosophique de vie. Et tout ça, en fait, a nourri ma volonté, cette volonté d'entreprendre. Aujourd'hui, on stigmatise beaucoup l'ego. Je pense qu'il faut avoir un ego. Il faut être fier, en fait, de ce que l'on est. Moi, j'ai fait en sorte d'avoir un corps un peu plus musclé que ce que j'avais lorsque j'étais jeune, parce que j'étais très complexé par rapport à ça, je te l'ai dit. Donc, j'ai fait des efforts pour avoir le corps voilà, que j'ai rêvé. On n'arrive jamais, bien sûr, à atteindre la perfection, hein. On n'est jamais satisfait, hein, du résultat, mais le plus important, c'est le chemin, c'est Mmh. pas, je dirais, le but. Et en fait, cette volonté m'a été vraiment inculquée par la culture physique. Voilà, c'est cette volonté de réussir aussi, pas forcément par rapport aux autres ou être meilleur par rapport aux autres, non, avoir envie de faire des choses. Et aujourd'hui, j'ai envie de laisser des traces. Voilà, je pense que mes livres aujourd'hui sont pérennes et c'est pour moi quelque chose de très important de transmettre aux autres, transmettre à ceux de notre communauté également. Donc des informations qui peuvent améliorer leur vie, en tout cas les aider. Voilà, en toute Oui, humilité, bien entendu. semer des graines aussi de compréhension du monde qui nous entoure. Est-ce que justement tu veux nous parler un petit peu, Gilles, bah, du Hit Club, de ce que toi tu fais aujourd'hui? Tu nous as parlé de tes livres, bien sûr. Hem, comment tu viens transmettre tout ça? Bah, j'ai créé le Hit Club il y a 2 ans et demi, lorsque malheureusement les livres n'ont plus été vendus parce que c'était considéré comme des produits non essentiels, où on a été tous confinés. Et comme moi, je vis essentiellement de mes livres, en fait, hein. Je suis un auteur, j'ai pas de revenus externes, je suis en plus totalement indépendant. J'ai pas de marque qui me finance, j'ai pas d'entreprise qui me finance, je reçois aucune subvention, j'ai jamais touché la moindre allocation, le moindre chômage de toute ma vie, hein, puisque quand j'ai tout perdu, j'étais entrepreneur, hein. Il faut pas oublier que les entrepreneurs aujourd'hui ne sont pas couverts, hein, par l'assurance chômage. Donc voilà, j'ai jamais quémandé quoi que ce soit. Je me suis toujours réalisé par moi-même, et aujourd'hui, ce sont mes lecteurs et ceux qui me suivent qui financent mon travail. Voilà, donc c'est une chaîne payante qui, voilà, qui aujourd'hui me prend beaucoup de mon temps, mais ça reste une passion. Et si en fait je m'ennuie, ou si je me réalise pas dans ce que je produis, je changerai de métier, je changerai d'orientation. Voilà, ça m'a toujours guidé. En fait, c'est pas la réussite professionnelle qui m'a guidé. Le fait que Hit soit un best-seller aujourd'hui, il y a plus de 120 000 exemplaires. Le deuxième suit le même chemin. C'était juste incroyable. Toute ma vie, j'ai cherché en fait ce succès, notamment quand je produisais des films ou quand je produisais de la musique également, hein, avec le fameux tube de l'été. Tu vois, on veut tous en fait connaître le succès, etc. Mais en fait, ce succès m'est tombé dessus complètement par hasard. Je voulais faire le livre que j'avais envie de lire. Ça me tenait à cœur, voilà, de dévoiler la maltraitance animale, de dévoiler l'intoxication alimentaire, le lien avec nos maladies. Et j'ai trouvé des gens sur mon chemin. Et ça, je crois énormément aussi. Je crois énormément au Mmh. signe du destin. Je suis tombé sur Pierre-Marie Martin, qui est un professeur émérite, qui a découvert les perturbateurs endocriniens, qui nous a quittés il y a 3 ans, paix à son âme. Et cette personne-là, je l'ai rencontrée tout à fait par hasard en allant à je dirais, une conférence dans un hôtel, pas dans un hôtel, dans un hôpital, où il y avait à peine, je dirais, 4-5 personnes. Euh, Et j'ai rencontré cet homme incroyable qui m'a pris sous son aile et qui a été mon parrain, notamment dans les enquêtes, dans le milieu médical. Et je crois beaucoup aux signes,
aux signes que nous envoie la vie ou que nous envoie le destin. Il faut rester à l'affût en fait de ces signes qui nous montrent le chemin en fait, qui nous montrent le chemin. Donc je crois en plus que lorsqu'on devient une personne entre guillemets médiatique, une personne publique, et qu'on a connu un succès hein, plus ou moins important ou plus ou moins modeste, peu importe, on a une responsabilité en fait. Voilà. Et moi, Mmh. je crois que euh, voilà, j'ai cette responsabilité. On a mis la lumière sur moi il y a une dizaine d'années et j'essaye de la rendre, en fait. Voilà, de la rendre. Et via le e-club, avec ces émissions incroyables des invités voilà, qui ne sont pas forcément ultra médiatisés, mais qui ont toujours des choses à nous transmettre et des informations que j'ai récoltées depuis ces 10 dernières années où je passe mon temps aujourd'hui à décortiquer la société, à apprendre et j'essaye de transmettre ça à travers des émissions qui se veulent aussi divertissantes, voilà, qui ne sont pas, Mmh. je dirais, barbantes voilà. Ouais. Merci infiniment Gilles. Je te propose qu'on aille tout doucement vers la fin de ce podcast, parce que je voudrais pas non plus abuser de ton temps. La soirée approche. Je te remercie vraiment d'avoir, partagé tout ça avec nous, sur ce sujet autour du sommeil, mais autour de plein de choses aussi et c'était vraiment le but, donc je te remercie de t'être, prêté au jeu. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot de la fin en conclusion? Écoute, merci pour cette invitation. Donc, comme à mon habitude, hein, tu connais les émissions du Hit Club, je digresse beaucoup. Je suis pas avare de paroles. C'était peut-être, c'était pas un podcast, c'était peut-être un monologue. Je pense que tu as intervenu, voilà, de toute façon, toujours euh, au bon moment. Et voilà, ça me fera plaisir de revenir si tu le souhaites. Pour en revenir au sommeil, je trouve que voilà, l'alimentation est importante, le mental est important. Tout ça est multifactoriel, mais dès qu'on peut avoir une aide de personnes ou se rapprocher de personnes inspirantes. C'est toi qui as employé ce mot, je pense que c'est très très important. Moi, j'ai eu énormément de personnes justement qui m'ont inspiré dans ma vie et qui m'ont fait évoluer, qui m'ont fait progresser. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'inestimable. Voilà. Mmh, c'est vrai et du coup, le fait de le partager aujourd'hui, c'est aussi enfin moi, c'est comme ça aussi que je prends, bah, ce travail-là que je fais, de façon, enfin gratuite sur le podcast. C'est aussi une façon de dire merci, de dire qu'on a reçu et qu'on souhaite donner et je trouve que c'est, enfin voilà, c'est chouette. Merci infiniment Gilles, je te souhaite une belle soirée. Je mettrai, les liens en description du podcast pour les gens qui souhaitent, te découvrir encore plus s'ils ne te connaissaient pas avant et puis, le lien vers le e-club et cetera. Mais en tout cas, merci beaucoup et au plaisir de te revoir sur le podcast pour un prochain épisode alors. J'ai bien Merci entendu ce Aurélie. que tu m'as proposé. À Merci beaucoup. bientôt. À bientôt.